Alors, bonjour. Donc, la prochaine intervention est présentée par Tamara Dimitrieva, doctorante en anthropologie à l'EHSS au Centre Nobel Elias. Sa thèse verte sur la surdité dans la vie quotidienne des enfants et les expériences singulières du grandir sourd, dirigée par Yannick Jaffré et Emmanuel Pedler. Cette présentation nous donnera un retour des terrains conduits dans la région marseillaise. Ce travail est mené avec des gens sourds et leurs familles, en analysant les expériences singulières du grandir. Dans cette analyse, on aura la possibilité de repenser les questions de la norme, de la différence et du handicap, ainsi que réinterroger le naturel et l'humain. Cette étude permet donc d'aller plus loin dans la compréhension de l'enfance et du grandir, inscrit dans des réalités complexes et plurielles. Voilà. Ben, Tamara, on te remercie pour ton intervention, l'organisation de cette journée. Et voilà, bien à toi. Merci. Je vais essayer de partager quelque chose. C'est bon, c'est pas bon. Ben merci. Donc, je vais commencer. On ne voit pas des... Je vais commencer par une citation de Yves Delaporte, qui est le premier anthropologue français qui a étudié les sourds et donc qui nous invite au déplacement de notre regard. Les sourds nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Les sourds nous prouvent que nous restons des audiocentristes. C'est le propre de l'ethnocentrisme que de définir l'autre parce qu'il en a moins par rapport à soi. Parce que l'audition est pour nous la source de la majeure partie des informations que nous recevons, à commencer par les informations langagières, nous ne parvenons pas à concevoir qu'elles puissent être transmises par un autre canal. Donc moi-même, j'ai commencé à découvrir la surdité et le milieu des sourds lors de mon mémoire du Master 2, qui explorait des expériences musicales des sourds. Et donc, je me suis découverte aussi en tant qu'entendante, cette partie de l'identité qu'on ne met pas en avant dans une société majoritairement entendante. Le choix de ma thèse a été d'approcher le quotidien des enfants sourds, leurs expériences singulières du grandir. Je vais présenter ici mon travail en cours avec l'enquête qui n'est pas encore finie et donc essayer de réfléchir à cette question d'enfance sourde, d'enfance à part ou à part entière. Pour faire cela, je vais d'abord parler du contexte des enfants sourds en France. Je vais présenter ensuite en quelques grandes lignes un portrait d'un enfant sourd et de sa famille. Et enfin, parler d'une pratique thérapeutique qui émerge en France qui me paraît intéressante. J'aimerais donc commencer par quelques éléments du contexte. La catégorie des enfants sourds en France se constitue comme cible des pratiques éducatives depuis la découverte de l'éducabilité des sourds en tant que classe. Donc, ça se passe au XVIIIe siècle et c'est l'abbé de l'Épée qui commence à utiliser ce qu'on appelle la méthode gestuelle, donc va intégrer les signes dans l'éducation des enfants sourds. Et il fonde l'enseignement collectif des sourds muets, ce qu'on appelle à l'époque sourds muets, en France, en ouvrant la première école qui deviendra l'Institut national des jeunes sourds à Paris, et ce qui marque par ailleurs la naissance de l'enseignement public spécialisé en France. Ces premiers espaces de l'éducation des enfants sourds deviennent des lieux de regroupement institutionnel pour les sourds, mais des gestes utilisés dès le départ dans l'éducation, ils vont être progressivement évincés, notamment sous l'influence des idées de Dr Itard. Donc, c'est un personnage qui est connu comme tuteur de Victor, l'enfant sauvage d'Aveyron,
Et en fait, elle était le premier médecin qui était affecté donc, à l'Institut des jeunes sourds. Et dès le départ, elle était convaincue de la supériorité de la langue orale sur les gestes, car elle serait la seule capable de véhiculer la pensée humaine. Donc, elle était persuadée qu'on devrait préférer la langue orale dans l'éducation des enfants sourds. Et donc, à la fin du 19e siècle, il y a un congrès à Milan. Et lors de ce congrès, les gestes ont été officiellement proscrits de l'éducation des enfants sourds. Donc, les établissements spécialisés, ils ont définitivement mis en place les méthodes qui consistaient, comme les méthodes oralistes, qui consistaient à rééduquer des sourds pour les faire parler vocalement, oraliser, et les instruire sans passer par les gestes. Mais vu les résultats très médiocres de cette méthode d'éducation, les parents attendant des enfants sourds, en fait, ils vont se mobiliser au milieu des années 60 pour la meilleure prise en charge des enfants sourds, ce qu'on va appeler l'oralisme moderne ou parental. À partir des années 70, les sourds eux-mêmes, de leur côté, commencent à contester ce regard médicalisant porté sur eux. Et ce mouvement, il va être dénommé le réveil sourd. Il est propulsé par des universitaires français, dont sociologue Bernard Montès. Et cette mobilisation est en lien avec les recherches linguistiques qui étaient menées depuis les années 60 sur les langues signées, notamment aux États-Unis, notamment par l'équipe de William Stokoe. Et donc ces recherches, ils mettent en évidence le caractère linguistique des langues des signes, parce que jusqu'à ce moment, c'était que des gestes, des signes, et il n'y avait aucun statut de la langue. Et donc, ça a permis aux sourds français de prendre conscience du statut de leur langue, de considérer la langue comme langue à part entière du point de vue linguistique. Et cela a conduit à la réapparition de la langue des signes dans l'espace public. Cela va inscrire les sourds dans le registre de l'identité et permettra de parler de la minorité linguistique. Certains chercheurs vont même faire des comparaisons avec des groupes ethniques. Et donc, en effet, pour concevoir la surdité, on peut parler de deux perspectives, de deux paradigmes donc, qui vont s'opposer, donc celle de la déficience et celle de la différence culturelle et linguistique. D'un côté, les sourds vont être définis à partir de normes audiophonatoires. L'attention, elle va être portée sur l'oreille défaillante. Ils seront considérés comme malades de l'ouïe, déficitaires de la parole, du langage. Et après, on verra que le problème, elle se déplace progressivement de l'oreille au niveau du cerveau. Et à ce paradigme déficitaire, se pose le paradigme de la particularité, de la différence. Il est incarné par les locuteurs de la langue des signes, les sourds-signeurs, et il est soutenu par les chercheurs en sciences sociales qui sont sensibles aux auto-identifications de ces sujets. Et donc, on peut en parler en fait du point de vue éthique et émique sur la surdité. Donc, les représentations médicales et médicalisantes, c'est comme point de vue éthique serait partagé par la majorité et le point de vue émique est élaboré à l'intérieur d'un groupe minoritaire des sourds. L'opposition entre les deux perspectives a été réactivée dans les années 90 avec l'extension de la pratique de l'implantation cochléaire aux enfants de plus en plus petits. Et donc, une petite parenthèse sur ce qu'est l'implant cochléaire. En fait, il y a une grande différence entre les appareils auditifs conventionnels, c'est comme des amplificateurs, et le dispositif externe qu'on met
à l'extérieur de l'oreille. Et donc, ils amplifient les sons. Tandis que l'implant, c'est un dispositif qui nécessite une opération. Donc, il y a une partie interne qui va être installée dans le circuit auditif et dans la cochlée. Donc, les électrodes vont être mises dans la cochlée. Et la position des sourds à l'implantation pédiatrique précoce a été formulée en termes bioéthiques. En même temps, en 2005, on assiste à la reconnaissance officielle de la langue des signes française comme la langue à part entière, mais qui se passe dans le cadre de la loi sur le handicap. Aussi, à partir des années, du milieu des années 2000, il y a de nouveau une opposition des sourds par rapport à la mise en place du dépistage néonatal de la surdité. C'est un dépistage ultra précoce dans les maternités. Pardon. Et donc, il va compléter le dépistage néonatal des maladies graves comme mucoviscidose ou drépanocytose, et il va faire de la surdité, en fait, qu'on va appeler la surdité permanente néonatale, une maladie relevant de la santé publique. Et bon, et je présenterai après un autre élément du contexte qui émerge, c'est la thérapie AVT. Je vais parler plus tard. Donc, à travers ces perspectives différentes, le traitement social de la surdité dans les différentes situations et configurations a des effets concrets sur l'expérience des enfants et de leur famille. L'expérience de vivre avec la surdité et vivre sa surdité serait différente en fonction des interprétations proposées et incorporées par l'enfant. En même temps, les tensions qui traversent ce champ de la surdité, ils traverseraient aussi les expériences des enfants. Maintenant, je propose de regarder de plus près une expérience de grandir sourd à partir d'un portrait d'un enfant sourd. Il ne s'agit bien évidemment pas de quelque chose de représentatif. Je vais essayer, à travers ce portrait, d'ouvrir la discussion sur d'autres expériences possibles. Et donc, sachant que mon terrain n'est pas encore terminé, j'ai travaillé auprès des familles pour avoir un aperçu général des parcours des enfants. Et donc, j'ai rencontré pour le moment 13 familles, et en croisant des informations quand c'est possible avec des professionnels. Et l'idée, c'était d'approcher par la suite l'enfant pour accéder à sa parole, mais ce n'est pas encore tout à fait abouti. Et donc, j'ai choisi un portrait, parler d'un garçon que je vais appeler Clément, que j'ai vu à plusieurs reprises à domicile pendant le cours de la batterie, une fois à l'école pendant une séance d'accompagnement par son enseignant spécialisé. Il a 9 ans, il habite avec ses parents dans une petite ville pas loin de Marseille, dans un appartement un peu excentré. C'est une famille entendante. Ses parents ont déjà des enfants entendants, plus grands. Le papa était en retraite déjà parce qu'il était agent de maîtrise dans une usine de l'industrie chimique, donc elle est partie plutôt à la retraite. La maman a un niveau BEP et travaille au Carrefour comme hôtesse de pièces. Et donc, il semble que Clément n'est pas né sourd, il a une surdité évolutive. Donc, on ne sait pas s'il entendait, de quelle façon, enfin, au début. Et puis, ses parents, au fur et à mesure, ils ont commencé à poser des questions et faire des petits tests. Et puis, vers un certain âge, vers 2-3 ans, Clément, d'un coup, est devenu très agressif. Ce que les parents maintenant expliquent par le fait qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Et quand il a commencé l'école maternelle, ça ne se passait pas du tout bien. Il ne voulait pas y aller, il restait en retrait ou collé à la maîtresse. Donc, les parents, ils se sont dit à ce moment-là, c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, il y a eu tout un parcours pour poser le diagnostic, parce qu'ils sont allés voir les médecins généralistes
qui disait que tout va bien, Clément, il est tout simplement, il est très timide. Donc, ils ont dû insister pour aller voir un spécialiste, donc pour faire des tests, le test PEA, potentiel évoqué auditif. Et le résultat, c'était juste, c'était qu'on aurait été sourde et l'autre, comment ils disent, n'avait pas grand-chose. Et la surdité, en fait, cette annonce de la surdité évolutive, c'était dur à accepter pour les parents, justement, parce qu'ils disent pour son aspect évolutif. Et, donc, je mets les extraits de leur témoignage où ils montrent ça, que, voilà, que c'est frustrant quand on voit que l'enfant il perd son audition, on ne peut rien faire. Et donc, c'est dur à accepter quand on sait que l'enfant il est né plus ou moins entendant, on va dire, et donc il devient sourd. J'ai rencontré d'autres parents qui m'ont parlé aussi de leur vécu, de l'acceptation très difficile de la surdité de leur enfant. Et notamment, par exemple, notre maman entendante d'un garçon sourd de 8 ans, il disait que c'était pour elle un énorme poids. Il n'arrivait pas, à accepter ça. C'était les larmes qui coulaient tout le temps, je ne pouvais pas l'accepter. C'est pas que je le nie, mais au fond de moi, parce que c'est un handicap que je vais vivre avec toute ma vie. C'est moi qui va porter son handicap. Et après, si on prend les parents sourds, donc on voit que les réactions ils peuvent être différentes. Par exemple, j'ai un autre témoignage d'une maman sourde avec 2 enfants sourds. Et il dit que en fait, il ne savait pas au départ si les enfants étaient sourds-entendants, mais bien sûr, on souhaitait qu'ils soient sourds au fond de nous parce que dans la famille, on a l'habitude de communiquer à langue des signes. On n'a jamais parlé, mais s'ils étaient nés entendants, ils auraient peut-être été handicapés par rapport à nous parce qu'ils sont entendants, mais on les aurait acceptés quand même. Et plus loin, je peux comprendre que les parents sont démunis lorsqu'ils ont un enfant sourd. Si j'avais eu un enfant entendant, pour moi, ça aurait été un choc aussi d'avoir un enfant différent. Je me serais peut-être posé la question comment faire. Bon, c'est la même situation, mais inversée. Voilà. Mais après, les familles sourdes aussi, ils peuvent avoir des réactions différentes. Donc, notre témoignage est plutôt une surprise parce qu'ils attendaient avoir des enfants entendants. Et la maman, elle dit, c'est quand même, il aurait bien aimé que les enfants soient entendants parce qu'ils s'inquiètent pour leur avenir et il faut faire beaucoup d'efforts, etc. Donc, on voit que la surdité peut rentrer dans la famille des enfants, dans la vie des familles de façon différente. Et donc, elle peut apparaître très souvent comme une catégorie médicale, une catégorie handicap, d'autant plus que les familles entendantes, elles représentent la majorité des familles, à peu près 95%. Mais on voit que pour d'autres familles, ça peut être juste une question de différence. Donc, revenant à Clément, il a commencé donc, le parcours de la prise en charge. Et c'était, il y avait, je passe les détails, les contours d'oreilles, et puis l'audition, il continuait à diminuer. Donc, au bout d'un moment, elle s'est posé la question de l'implantation. Et donc, le médecin à l'hôpital leur a dit, il y a 2 solutions. Ou vous laissez comme ça, il faut la langue des signes, ou vous l'implantez. Donc, les parents, ils les interprètent de façon qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc, je ne voulais pas, c'est son père qui dit, soit privé d'un sens, si on a le moyen de remplacer, entre guillemets, c'est pas une oreille, mais elle entend, quoi. Vraiment sourd profond, là, on ne voulait pas qu'elle soit mise à l'écart aussi, parce qu'on le voit chez les sourds, ils sont un peu entre eux, ça reste quand même fermé, quoi. Et donc, tandis que la maman, il a eu encore une fois du mal à accepter cette fois-ci l'opération parce que c'est quelque chose qui
change en fait son fils et son image de son fils. Puis, donc la première implantation à 5 ans et deuxième, et ils ont décidé de faire une deuxième aussi à 7 ans. Et cette fois-ci, il apparaissent les arguments plus au niveau lié au développement du cerveau, à la stimulation au niveau des connexions. Et ils ont fait ça pour que l'oreille soit stimulée, pour ne pas perdre des connexions, etc. Et donc, les parents donc, parlent de cette… ils donnent cette explication, en fait, que la surdité, il a des conséquences au niveau du cerveau. Donc, on voit que la surdité, elle est de quelque façon recadrée, en fait. Comment c'est recadré, pas comme un problème juste de l'oreille, mais c'est un problème au niveau cérébral. Donc, Clément, il a rapidement progressé avec les implants. Il a même appris des gros mots, ce qui est en fait considéré comme un grand accomplissement pour les parents d'enfants sourds, car vu que les parents, ils n'apprennent pas avec l'intention les gros mots, l'enfant apprend tout seul. Donc, on fait la conclusion, voilà, l'enfant, il peut apprendre tout seul, il se développe tout seul dans le langage. Et Clément donc, suit l'inclusion individuelle et avec un suivi de personnes qui l'accompagnent, donc AESH accompagnant des élèves en situation de handicap. Après, il y a un suivi par l'enseignant spécialisé. Et donc, l'idée, c'est qu'il s'intègre, enfin, qu'il suit le plus normalement possible donc, le parcours ordinaire. Donc, on voit cette question de la norme qui réapparaît assez souvent. Et ce parcours de l'inclusion individuelle, donc quand l'enfant, en fait, elle est tout seul, sourd dans une classe normale, enfin, normale, entre guillemets, des enfants entendants, il est opposé au parcours possible dans l'établissement spécialisé. Et papa, il dit qu'il y avait les possibilités d'envoyer Clément dans les centres de sourds, mais à un moment, il sera confronté à la réalité. Et c'est bien que socialement, il soit intégré dans une école avec des copains, des gosses normaux, parce qu'autrement, on le met trop à l'écart. Et au final, la maman, comme elle interprète la situation donc, de son fils comme quelque chose qui est entre deux. En fait, Clément, comme il est implanté, en fait, il fait pas le parti des entendants parce qu'il n'est pas entendant, mais comme il est implanté, il est pas complètement, pas tout à fait sourd non plus. Et donc, de toute façon, il n'a pas d'identification possible aux sourds qui signent. Donc, on voit que c'est une position intermédiaire un peu à part, on va dire. Et donc, par rapport donc, ils disent par rapport, il revient sur cette idée que les sourds, ils aiment être entre les sourds. Et donc, l'enfant implanté ne sera pas accepté chez les sourds parce que c'est différent. Et il rapporte un peu cette opposition des sourds à l'implant cochléaire, qui est pour moi un peu au niveau, enfin, un peu fantasmé aussi, parce que les histoires qu'il me raconte, par exemple, un garçon implanté, il va dans une école des sourds et voilà, des enfants lui cassent ses appareils. Bon, on ne sait pas si c'est vraiment eu lieu, mais voilà, donc c'est les histoires qui les alimentent un peu et qui circulent. Et donc, mais j'ai parlé donc de cette opposition à l'implant et la maman sourde, elle exprime son opposition dans ces termes-là. Donc, je mets la citation. Donc, je suis contre parce qu'on ne respecte pas la spécificité naturelle des sourds. Il y a la langue des signes, ça suffit, on a notre culture. Et pourquoi est-ce qu'il faut encore un appareillage? On n'est pas malade. La surdité n'est pas une maladie à soigner.
Et tandis que les parents de Clément, ils expliquent en fait, le fait que les sourds, ils refusent l'implant par, il s'explique que les sourds, en fait, ils n'ont jamais connu ce manque. Donc, c'est quelque chose qui leur manque pas. Mais quand même, quand tu vois ton gamin qui danse, quand il écoute de la musique, c'est du bonheur. Ça serait dommage de l'en priver. Donc, le papa, il dit qu'il respecte leur choix, qu'il n'est pas contre, mais c'est difficile à concevoir d'avoir un truc et de dire non. C'est comme si demain on a une prothèse du bras et puis on dit non, tu restes avec ton bras coupé. Et donc, Clémence, il parle très bien, il prononce très bien, avec des phrases bien construites, bien soignées, et on discute avec les parents qu'il n'a pas même ce qu'on appelle le parler sourd, quand on articule pas tout à fait bien. Mais à l'école, ça reste quand même difficile par rapport notamment à la compréhension dans le bruit, et du fait même qu'il a un implant, en fait, on considère qu'il entend normalement et on fait moins d'attention parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Et donc, on pense que c'est comme les lunettes, on met l'implant et hop, on entend normalement. Et en même temps, avec l'âge, l'enfant, il va demander de moins en moins à réexpliquer, à répéter, parce qu'il a honte. Et donc, en fait, il va se comporter bien, mais voilà, il y a des moments quand il ne va rien comprendre et ça ne se voit pas. C'est quelque chose qui ne se voit pas. L'autre point que j'aimerais aborder, c'est l'implication des parents. Donc, c'est quelque chose en fait, qui concerne un peu la plupart des parents des enfants sourds. En fait, il faut ramener l'enfant aux séances d'orthophonie 2 ou 3 fois par semaine. Il y a d'autres rendez-vous, les réglages d'implants et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui demande une grande disponibilité. Et la configuration familiale est impactée par la surdité de l'enfant. Ce que anthropologue canadien Neil McKellen, il travaille plutôt en termes de déficience auditive. Donc, elle a proposé le concept de Hearing Impaired Family, donc une famille avec la déficience auditive, pour souligner que l'impact de la surdité individuelle de l'enfant est partagé par la famille entière. Et donc, mis à part cette implication au niveau du suivi, les parents de Clément, ça m'a intéressé leur histoire, comment ils se sont impliqués pour l'aider à avoir des copains. Donc, ils ont fait tout un travail au niveau du social, comme ils disent, pour que Clément ne soit pas mis à l'écart, pour qu'il aille rencontrer les enfants du quartier. Voilà. Et donc, maintenant, il a plein de copains. Et, et donc, pour finir un peu pour ce portrait, je voudrais aussi aborder les inquiétudes par rapport à l'avenir, ce qui est partagé bien sûr par beaucoup de parents. L'avenir par rapport aux études, l'avenir professionnel et la difficulté en général de se projeter dans l'avenir. Donc, ce que la maman il souligne en disant qu'avec sa fille, il a toujours vu l'avenir. Je me suis toujours projetée, mais avec Clément, il n'arrive pas parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'il pourrait faire comme travail, comme étude. Donc, et en fait, une idée intéressante, enfin, le problème qu'il soulève, c'est qu'en fait, on voit dans l'espace public les gens qui sont dans la norme et les personnes handicapées, on ne les voit pas. Où sont ces gens? Moi, pour mon fils, je me demande où est-ce qu'il va travailler, qu'est-ce qu'il va faire. Et donc là, j'ai juste mis un échange où Clément, qui est toujours présent en fait pendant cette conversation, il ne disait rien. Il avait commencé à participer. Il a dit bon, moi je vais faire policier. Et là, il y a toute une discussion autour de la table entre le père, la mère. Voilà. Donc c'est la mère qui est plus réaliste en disant que c'est pas possible de faire le policier.
Voilà. Donc, en lien avec ces quelques réflexions, notamment autour de la question du retard, j'aimerais parler d'un autre élément qui fait son émergence parmi les méthodes orthophoniques en France. Même si je ne travaille pas spécifiquement sur la prise en charge, mais on va voir que cette approche, elle peut impacter vraiment la configuration familiale. Cette méthode, elle s'appelle l'AVT, Auditor Verbal Therapy. Il a apparu dans les années 70. Après, il a été repris par une association de Granvelle. Mais donc, il est assez présent dans certains pays comme les États-Unis, au Danemark, où il est préconisé au niveau officiel pour les enfants sourds. Mais en France, donc, il y a, selon l'orthophoniste en fait, qui est actuellement en formation, il n'y a que 3 à 4 professionnels en formation actuellement. Et c'est très peu à l'échelle du pays. Mais l'ambition de l'association, donc j'ai suivi un webinaire en ligne de cette association qui s'appelle ADFAV, donc c'est l'association des familles avétistes, elle s'appelle comme ça. Et donc l'ambition, c'est vraiment de diffuser les informations pour promouvoir cette méthode au niveau national, donc pour qu'il soit reconnu et remboursé. Et donc, on peut faire un peu un parallèle avec l'action des parents dans les années 60 qui ont contribué à la reconnaissance, à la transformation des dynamiques professionnelles dans le champ de la surdité. Donc, il y a eu la reconnaissance des orthophonistes, il y a eu l'apparition d'autres métiers en lien avec la surdité, comme codeur, LPC, preneur de notes, etc. Et là, il me semble qu'on voit en France, de toute façon, parce qu'aux États-Unis, ça existe depuis un moment, et une nouvelle figure de professionnel entendant qui apparaît, un AVT thérapeute. Et en quoi ça consisterait, en fait, cette thérapie? Déjà, elle est basée sur un schéma développemental des enfants entendants. Donc, on va prendre un enfant entendant comme un modèle pour le développement de l'enfant sourd. Et à partir de cela, on va parler du retard qu'il faut combler et donc de l'écart entre l'âge, comme ils disent, chronologique et l'âge auditif. Donc, et l'âge auditif, c'est l'âge à partir duquel l'enfant a eu un très bon accès auditif. Donc, c'est-à-dire que cette thérapie, elle va vraiment aller ensemble avec l'appareillage de l'enfant, le plus souvent l'implantation. Et une des conditions, c'est de mettre en place la meilleure technologie possible. Et l'écart, il va être vraiment conceptualisé par rapport au développement du cerveau. Ça prolonge en fait le discours des parents de Clément. Et on dit qu'on n'entend pas, c'est l'orthophoniste qui dit, on n'entend pas avec les oreilles. En réalité, les oreilles, c'est une porte d'entrée pour notre cerveau. On va faire en sorte que les aires auditives, en tout cas les éléments importants au niveau cérébral, et des informations auditives nécessaires pour bien se développer. Et donc, le bébé sourd, il naît avec un retard auditif. Et donc, il y a donc forcément moins de connexion cérébrale. Après, on sait que si les aires auditives ne sont pas utilisées, donc ils vont se réorganiser. Et le but, c'est justement d'éviter la réorganisation des aires auditives. Et puis, on parle beaucoup de la période critique, donc pendant laquelle le cerveau est plus à même de créer de nouvelles connexions plus facilement. Et donc, on veut éviter que les aires cérébrales, normalement dévolues à l'audition, aillent pour autre chose. Et donc, il faut le faire le plus jeune possible. Donc, ça vraiment justifie une intervention très précoce, donc même pas entre 0 et 6 ans, mais entre 0 et 3 ans et demi. Et donc on dit il n'est jamais trop tôt. Et pour
cette intervention, il passe par la stimulation de l'audition. Et pour revenir à cette notion de plasticité cérébrale, il y a une sociologue américaine qui a travaillé sur l'implantation pédiatrique aux États-Unis. Dans son livre, il revient sur la notion donc, de neuroplasticité. Il parle de son caractère contradictoire dans les discours médicaux qui entourent l'implantation. D'un côté, c'est le principe même de l'implantation qui, combiné avec l'entraînement auditif, va permettre de créer des connexions nécessaires dans le cerveau. Mais de l'autre côté, c'est une plasticité précaire, dans le sens que les connexions créées sont considérées comme vulnérables et donc il peut y avoir des mauvais stimuli qui provoquent la réorganisation du cerveau, d'où l'idée qu'il faut éviter stimuler le visuel, par exemple. Et donc, c'est ça qui va un peu fonder cette idée que ça serait compatible avec la langue des signes. Mais selon cette chercheuse Maudine, l'incompatibilité avec des signes, elle contredit un certain nombre de recherches en neurolinguistique. Et donc, ça serait pour moi en fait un point à développer. Donc, un argument qui est utilisé lors de ce webinaire, c'est plutôt de ne pas utiliser la langue des signes, c'est plutôt qu'il faut donner le banc de langage dans une langue maternelle, parce que ce serait un banc de langage efficace, correct, et donc sinon, ça serait, si on donne le banc de langage dans une langue qu'on ne connaît pas, c'est un mauvais banc de langage. Mais quoi qu'il en soit, il paraît que cette manière de poser la question, il contribue à l'opposition entre les choix langagiers et maintien de controverses, et en tout cas la séparation en fait des deux populations qui vont utiliser une qui va utiliser la langue des signes et l'autre qui va vraiment oraliser, tandis que ce n'est pas vraiment le cas dans d'autres pays. On sait qu'en Suède, par exemple, les enfants implantés, ils vont utiliser la langue des signes. Donc, voilà, donc très rapidement, en quoi va consister concrètement cette méthode. Et en fait, l'AVT thérapeute, elle va faire un coaching parental pour que le parent il acquiert les compétences nécessaires pour devenir une thérapeute de son enfant au quotidien. Donc, je trouvais cette idée assez forte. Donc, en fait, c'est le parent qui va rééduquer son enfant, l'aider à utiliser l'audition, travailler l'écoute, le langage. Et pour faire cela, donc, le thérapeute, il va poser des objectifs que les parents ils vont intégrer dans les activités quotidiennes. Et donc, c'est important que ça devienne vraiment un lifestyle. Donc, c'est la thérapie qu'on peut faire à n'importe quel moment. Mais pour faire cette thérapie, le parent, quand même, il doit avoir certaines compétences qu'il n'a pas forcément au début. Et donc, les compétences de parler, beaucoup parler à son enfant et de bien jouer avec lui. Et donc, on peut être ce qu'a dit orthophoniste, on peut être un très bon parent et ne pas adorer à passer des heures et des heures à jouer, parler de tout, n'importe quoi avec son enfant. Ça ne fait pas de nous un mauvais parent. Néanmoins, en AVT, ça va être nécessaire. L'idée, ça va être de coacher, de guider le parent pour développer ses compétences. Et c'est vraiment, en fait, quelque chose, cette thérapie, c'est quelque chose qui va demander un engagement important de la part du parent. Et on a vu déjà sur l'exemple de Clément que les parents peuvent être très présents pour leur enfant, mais pour les familles AVTistes, c'est quelque chose qui vraiment semble être très poussé. Et comme l'orthophoniste évoque, pas tous les parents ont des compétences nécessaires dès le départ. En effet, cela suppose d'avoir de quelque façon un style éducatif particulier qui serait clairement à l'opposé de ce que Annette Laro appelle la réalisation du développement naturel. Et donc, c'est une logique de pédagogisation de la vie et qu'au final, il me semble que les parents, ils adoptent grâce au coaching. Et là, en fait, il y a quelques témoignages des parents qui vont dire quelques mots sur les enfants
à la fin déjà qui ont terminé leur thérapie. Ce qui me paraît intéressant, puisque les deux, ils soulignent qu'au final, les enfants, ils ont appris le langage de manière naturelle dans leur sphère familiale, avec tout l'héritage langagier de la famille concernée, etc. Et donc, le langage, ça s'est construit de manière naturelle. Donc, voilà. Tandis qu'on voit bien que ça, en fait, cette thérapie, il change l'impact, vraiment le style, enfin, le comportement des parents qui n'est pas forcément le comportement à la base. Et donc, au lieu de conclure, j'aimerais juste revenir sur la définition de surdité qu'on peut proposer comme un fait biologique singulier sans valeur en soi, mais on peut en discuter. Bernard Mottez, donc sociologue qui est un pionnier dans les travaux sur la surdité en sociologie, il dit que la singularité s'exprime toujours dans le rapport à l'autre et en contexte. Donc la surdité, elle ne produit pas par elle-même une déficience corrigeable ou une langue et une culture valorisables, mais elle prend son sens dans une relation entre le sujet et le milieu, en référence à certaines normes vitales et sociales. Ce sont donc des facettes sociales différentes de la même réalité biologique et qu'il faut prendre en considération en étudiant de près les expériences du grandir sourd. Et donc, je vais conclure avec cette phrase de Bernard Mottez qui dit qui propose que normalité doit être définie au niveau des systèmes d'interaction et pas au niveau des individus. La surdité n'est pas, en l'occurrence, une anomalie, elle est un simple fait et une donnée dont il faut tenir compte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Tamara. Alors, je suis, étant préposé à la conclusion de la journée, je regarde d'abord s'il y a des questions que… non, il y a juste des au revoir. Peut-être qu'il y a des questions d'abord, et après je reviendrai sur un peu l'ensemble, y compris la très belle communication de Tamara, et qui a de surcroît bénéficié de l'extraordinaire à point de notre visiteuse, Mélanie, et de son interprète. Et je reviendrai là-dessus aussi parce que ça m'a énormément touché et beaucoup intéressé. J'espère que certains d'entre vous, vous pouviez voir hein, la prestation de… Excusez-moi, c'est pas mon interprète, c'est l'interprète pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que là, si moi, je communique en langue des signes et que l'interprète n'est pas là pour traduire, vous ne comprenez pas, donc vous aussi, vous avez besoin de l'interprète. Mais… c'est pas mon interprète. On a tous besoin de l'interprète ici et aujourd'hui. Mais je vous remercie beaucoup. Mais… Merci. Ben voilà, là j'ai continué à signer et vous ne comprenez pas ce que je dis si l'interprète ne parle pas. Voilà. Non, mais excusez-moi, je pensais que c'était elle qui s'adressait à moi. Donc, ça démontre toute la perdition typiquement ethnographe sur le terrain qui arrive et qui ne comprend rien, dont je viens de faire la démonstration, ce qui vous montre que je suis un très bon ethnographe d'ailleurs. Mais exactement, c'est dans ces termes-là que j'allais m'exprimer. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop traîner, en particulier pour ceux qui doivent et qui veulent éviter les forces de gendarmerie avant le couvre-feu. Je ne sais pas si dans la salle, il y a peut-être des questions sur l'intervention. Oui, alors il y avait Alex, ben, venez pour vous entendre. Bonjour. Bonjour. En fait, je me posais la question à un moment, vous avez parlé de la réorganisation des aires cervicales de l'ouïe. Et quand on est déficient visuel, il y a aussi un phénomène de cet ordre qui peut s'établir. Et ça se compense, c'est-à-dire que l'aire cervicale est utilisée par d'autres sens. Et je me demandais si ce n'était pas un peu dommage de forcer, d'empêcher cette compensation aussi, quoi. Voilà.
Empêché par quoi? Je n'ai pas sûr de comprendre. Et, ben, j'ai peut-être moi-même mal compris, mais j'ai compris que quand il y avait des gens qui ne voulaient pas appareiller parce que le cerveau s'adaptait au fait de ne pas entendre, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Non, en fait, c'était à l'inverse. Quand les parents choisissent un projet oraliste, donc ils veulent que leur enfant il soit dans langage vocal, mais en modalité audio-phonatoire, pour le coup, ils vont, enfin, les thérapies que j'ai présentées, il va préconiser qu'on va éviter, en fait, on va d'abord utiliser toujours l'audition en premier pour éviter que les aires cérébrales qui sont censées être vraiment dédiées à l'audition, qui vont être utilisées par d'autres choses, en fait. Voilà. Donc, qu'ils restent dédiés à l'audition. L'audition, d'accord. Parce Voilà. que sinon, ça passe dans le domaine visuel, si j'ai bien compris. Possible. Je ne suis pas spécialiste, j'ai juste reporté les propos en fait, qui m'ont intéressée parce que pour moi, c'est en fait c'est une nouvelle façon de présenter la surdité, pas le problème de l'oreille ou problème sensoriel, mais c'est vraiment le problème du cerveau, ne pas empêcher que ça soit réorganisé. D'accord. Ok, merci. Merci. Bien. Si je peux me permettre d'intervenir, j'ai été très touché par cette présentation et très intéressé aussi, et justement intéressé par cette question de la réorganisation, si on veut, synaptique ou neuronale, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en fonction justement de l'intervention ou pas de certaines thérapies. Et comme vous avez semblé le dire, ça n'est pas scientifiquement très clair ou très bien établi si on peut justement dédier à certaines aires, certaines fonctions, s'il y a des effets compensatoires éventuellement possibles qui impliqueraient donc, ça n'est pas très clair. Donc, Mais, mais ce n'est pas la question que je vais vous poser. J'aimerais juste faire peut-être un pont plutôt en termes d'interdisciplinarité, parce que dans la causalité qu'on a évoquée, notamment chez Yannick Jaffré, il me semble qu'il a mis en évidence une causalité complexe, non linéaire, il a parlé de plis, de densité, et peut-être que là, il y aurait des pistes. J'imagine que vous avez peut-être déjà échangé avec lui là-dessus. Je crois avoir compris qu'il est votre directeur de thèse. oui. Et je pense qu'on bénéficierait aussi en retour de l'apport des sciences médicales si cette question peut être éclaircie, notamment pour comprendre comment, si je reprends le modèle que je suis en train de développer, comment se fabriquent en fait des équilibrages systémiques dans les façons de penser, dans les horizons transactionnels. Est-ce qu'il y a peut-être des similitudes entre la reconfiguration cérébrale et la reconfiguration sociale? Je pense que là, il y aurait peut-être des choses intéressantes qu'on soupçonne peut-être pas encore vraiment, mais il y a peut-être des correspondances entre l'intérieur de la subjectivité et l'organisation sociale institutionnalisée, donc l'extérieur, qui serait intéressant de creuser comme piste de recherche au niveau interdisciplinaire. C'est juste une suggestion, j'ai aucune compétence en la matière, mais j'entrevois ici peut-être une piste intéressante. Oui, moi, de toute façon, ça m'intéresse. Juste pour pour différentes raisons, en fait, dès le départ, je voulais être quand même présente dans les services de l'implantation. Et après, je n'ai pas pu parce que moi, je l'ai interprété pour des raisons justement de tension. C'est un terrain quand même, comme je essayé de présenter, il y a pas mal de tensions. Et bah, ma présence était interprétée sous un mauvais angle. Et donc, j'étais évincée assez
moi, j'ai vécu ça avec une certaine violence quand même. Pour le coup, oui, ça peut être disciplinaire, mais je pense que ça serait pas avec les spécialistes qui travaillent sur l'implantation cochléaire, pour le coup. Mais ce qu'il disait, voilà, cette recherche, que c'était pas clair parce que ça contredisait, il semblait, enfin, il fallait regarder ça plus en détail, mais il y a des recherches en neurolinguistique qui soulignent à l'envers les avantages de bilinguisme. Et là, c'est le bilinguisme bimodal pour le coup. Donc, ça rentre de quelque façon en contradiction en fait avec ça. Donc, je ne sais pas. Moi, ça m'intéresse ces questions. En tout cas, pour rebondir là-dessus, je pense qu'il y a aussi un parallèle à faire entre des réactions qui peuvent être, comme vous dites, un petit peu de rejet, avec aussi des écoles de pensée en sciences sociales où parfois on est aussi dans ces attitudes de vous êtes constructiviste ou pas, etc. Et donc là, il peut y avoir le même genre de friction possible. Il serait intéressant de pouvoir passer par-dessus pour essayer de mieux comprendre la chose. Moi, j'ai juste encore une toute petite question. Et excusez mon ignorance en la matière, mais vous avez parlé de l'expérience musicale des sourds, et ça m'intéresse beaucoup. Comment est-ce que vous pourriez en dire quelque chose? En fait, c'était le mémoire du master. Pour le coup, j'ai essayé d'explorer en fait d'autres modalités d'expérience, mais en regardant en pratique, j'étais en observation dans les écoles des sourds, des écoles spécialisées où ils mettent en place les cours de musique. Pour le coup, je me demandais comment ils se mettent en place, par quel peut-être dispositif spécial pour adapter notre musique au, à la perception. Mais après, il y a aussi, avec la rencontre avec la langue des signes, il naissent des formes musicales originales, en fait, dont les chansons en langue des signes, par exemple. Donc, ça me permet aussi de sortir, en fait, de cette perception de la musique, de notre musique comme la seule musique possible, d'élargir la question de la forme musicale. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ce dernier point, là, si vous pouvez me permettre, me fait penser à une expérience intéressante qu'avait menée l'artiste conceptuel Sophie Calle, qui est assez célèbre, et qui avait fait tout un livre sur les aveugles de naissance. À mon avis, c'est même probablement le travail le plus intéressant qu'elle ait fait. Et elle leur avait donné un appareil photo et elle leur faisait prendre en photo des paysages et elle leur demandait ce qu'ils y voyaient et ce qu'ils y voyaient de beau, quoi. Comment quelle était leur vision de la beauté, quoi, des aveugles de naissance. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que, évidemment, il y avait du décalage, mais il y avait aussi une autre vérité, peut-être, quelque chose qui était. Et là, ça renvoie à faire des réflexions que je voulais faire un peu en conclusion là, sur l'expérience que nous venons de voir. Mais il y a, pardon? Comment ils percevaient leurs photos? Oui, d'abord, ben non, mais c'est ça. C'est pas comment ils percevaient leurs photos, mais c'est d'abord ils prenaient une photo et les photos étaient loin d'être mauvaises de paysage. Et qu'est-ce qu'ils voyaient quoi, dans le paysage? Qu'est-ce qu'ils voyaient dans le paysage ou qu'est-ce qu'ils voyaient dans la photo? Parce que mais non, mais les deux. Ils prenaient la photo et l'idée, c'était qu'ils racontent quoi. Quelle était leur perception, parce qu'ils avaient une perception d'espace, mais qui n'est évidemment pas celle des voyants. Quoi. Mais alors, il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Mélanie elle-même aurait-elle une question? Ici, venez, si vous voulez, prenez ma place. Je voulais juste rajouter, non, c'est bon, concernant l'éthique. Justement, je n'ai pas encore approfondi cette question-là de l'éthique, parce que bien évidemment,
On voit la personne sourde et en général, on voit son oreille, on cible l'oreille comme s'il manquait juste un sens, comme si la personne était incomplète, comme s'il fallait la réparer pour essayer qu'elle soit sur la même norme que nous, qu'elle soit sur cette norme-là. Et en fait, c'est pire comme situation, ce regard-là, parce qu'il n'y a pas d'acceptation de la différence, de son originalité. Et cette situation, ça nous fait beaucoup souffrir dans la communauté sourde. Moi, je ne souffre pas d'être sourde. La musique ne me manque pas. Pour moi, la musique, c'est une affaire de rythme, de gestes, de vibration, d'un rythme. Il y a une musique dans la langue des signes, donc la musique sonore ne me manque pas. Alors, bien sûr, cette souffrance, c'est cette idée que les sourds soient comme les entendants et comme les autres, mais en même temps, paradoxalement, on a envie de les laisser à leur place de sauvages, de cette langue des signes, cette gesticulation que certains disent. Et donc, à l'intérieur, il y a un vrai champ médical qui prend force par rapport aux personnes sourdes. Et quoi qu'il arrive, même avec l'implantation, même avec les appareils, un sourd ne deviendra jamais entendant et le corps médical le sait. Alors, bien évidemment, les parents disent qu'ils savent que leur enfant ne deviendra pas entendant et pour autant, on va l'amener à faire des réglages, des cours de rééducation, etc. Mais où est la vie de cet enfant dans sa liberté à lui, dans sa liberté de se développer? Si on est en langue des signes, on n'a pas de possibilité de rééducation, on ne perd pas de temps là-dedans et on se construit juste en termes d'individus et de sujets. Moi, il y a 2 ans, j'ai vu une recherche scientifique aux États-Unis où on comparait les enfants sourds ayant un apprentissage de la langue des signes et une éducation en langue des signes versus des enfants avec une éducation oraliste. Et en fait, le bilan de cette recherche démontre que un enfant sourd en éducation langue des signes a plus de potentiel intellectuel. Et si on pense qu'on souhaite le fait de le rééduquer va lui permettre d'être aussi intelligent d'un entendant, en fait, on fausse la donne. En termes d'air, de cerveau, de plasticité, de manque. En fait, il n'y a pas de manque, il y a juste une configuration au monde, un rapport au monde qui change avec 4 sens, avec un point de vue qui est complet. Et en tout cas, moi, je me sens une personne complète dans ce que je suis en tant que sourde. En fait, c'est une répartition. Elle est différente, c'est tout, c'est pareil que nous, c'est les répartitions. J'entends pas. Et là, en fait, c'est Alexandre qui vient de dire qu'en fait, c'était la répartition qui était différente parmi les sens. Mais je crois, moi, j'aurais une question à vous poser, Mélanie. Si vous me permettez, je voudrais juste rajouter concernant l'éthique, c'est d'abord juste accepter et respecter une personne dans ce qu'elle est, dans son originalité. C'est comme si on demandait à pas respecter un noir et lui demander de devenir blanc. Parce qu'il n'y a pas de modèle parfait, il n'y a pas de personne humaine parfaite. Dans la communauté sourde, on ne se voit pas comme des erreurs de la nature. Voilà, et ça, jamais. Merci beaucoup. Je crois que la démonstration que vous avez faite de l'absolue intégrité de votre intelligence est absolument claire pour tout le monde. Et nous sommes très impressionnés par ce que vous venez de dire, qui est absolument bouleversant et absolument vrai. Mais moi, la question que je vous pose justement, c'est qu'est-ce qui vous a amené à ce séminaire d'anthropologie? Qu'est-ce qui vous amène à l'anthropologie? Est-ce que vous êtes lectrice d'anthropologie? On a l'impression que oui, que vous avez beaucoup de culture et une brillante intelligence. Et donc, moi, c'est ma curiosité, là, tout d'un coup, c'est d'en savoir plus sur vous aussi.
Pardon, je ne me suis pas présentée. Donc, je suis en deuxième année de doctorat au sein de 2 laboratoires, le LAMES et aussi le laboratoire PRISM. Et donc, mon doctorat porte… alors, c'est un doctorat de recherche et création dans 2 domaines, l'art et la sociologie, plus particulièrement. Et ma recherche porte sur la représentation et la non-représentation des personnes sourdes dans les archives audiovisuelles. D'accord, ouais, je comprends mieux la haute qualité de votre intervention. Et merci à Tamara. Merci à toi, mais de toute façon, c'était pas du tout… Enfin, ça confirme en fait ce que il me semble, ce que j'avais présenté. Parce que moi, c'est ce que je sais pas à quel moment tu es arrivé, mais la thérapie là, que j'ai présentée à la fin, c'était justement pour présenter en fait le deuxième, on va dire, paradigme déficitaire, non? Enfin, et donc voilà, je ne sais pas si tu as… Oui, mais elle s'est trompée quand c'était à 3h30. D'accord, tout arrive. Bon, mais merci beaucoup. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou réactions parmi l'auditoire à distance. Apparemment non, mais peut-être que sinon… Je vais faire juste une petite… Michel, ça va dire. Mets-toi sur ma place. Ce n'est pas vraiment lié qu'à aujourd'hui, mais même pour des prochaines sciences autour du SILAM ou dans des autres types de séminaires, même en anthropologie. Et je pensais, comme quand Mélanie l'a parlé, ou qu'elle est venue ici, elle était vivement intéressée et elle avait vécu vraiment une des situations de terrain qui aujourd'hui sont été présentées, par exemple. Et je pense que ça manque beaucoup en anthropologie dans notre contexte, en fait, qu'à la fin, on se retrouve entre nous, qu'on fait des recherches, même qu'on étudie ça en tant que master, doctorant, si on commence à faire de la recherche, professeur déjà expérimenté. Il manque souvent les personnes avec qui on a travaillé. Et je pense, par exemple, au contexte brésilien ou en Vivero de Castro, comme ça, il ne parle pas dans ces séances. Il laisse parler ses informateurs ou informatrices, ça dépend du terrain. Et donc, je pensais là qu'on était tous très, d'un côté touchés, d'un côté intéressés, et je pense que c'était très important qu'il y ait la parole d'une ou plusieurs personnes qui sont liées à un des contextes présentés dans un séminaire. Ah, c'était juste pour aller vers une conclusion. Oui, bien sûr, mais tu peux continuer. Tu m'enlèveras une épine du pied.